Bonsoir à tous et merci de nous suivre dans Santé Parfaite. Aujourd'hui, comme prévu, nous sommes dans la clinique Mama Minumboudé, chez docteur Gilbert Mouaya. Comme on avait prévu qu'aujourd'hui, il devait se passer des activités, les gens devaient se faire examiner gratuitement et passer à l'échographie à seulement 5 dollars seulement. Comme vous pouvez les constater, les gens sont venus, ils ont fait des échographies à 5 dollars. Il y en a qui étaient passés la fois passée, ils se sont déjà fait opérer, ils sont déjà en bonne santé. Et avant de passer au sujet du jour, vous allez suivre des commentaires, des témoignages des gens que nous avons rencontrés ici à la clinique pendant cette journée du 27 février, comme c'était annoncé la fois passée. Naza na centre na clinique Mama Minumbu. À l'occasion que il y a des examens, les grossesses c'est des examens au félé. Examen au félé na sali des examens na ngai nyonso malamu ba sengata eloko moko te. Nyonso leki au félé à part échographie de au pesi 10 000 francs. OK. Donc futika 10 000. Ka 10 000 francs pour na échographie. Te pour na ngai eza occasion pour na mokolo lelo. Nyonso félé, nyonso félé, mais à part kaka échographie nde futi 10 000 francs. Nde na pesa merci mingi na vraiment na docteur oyo azo samsane malamu. Bon, lelo eza ba examen au félé. Te lelo eza jour ya échographie. Te na salaki semaine passée. D'ailleurs ka fiche au félé, ça c'est ba examen au félé. Ali na côté échographie 5 dollars. Bamoninga maladi ba opérer nga na mbongo mokie. Donc sala ko mesala mi kitoko. Ba opérer nga lelo kaka lelo na telemi. Nazana nga bien donc bien vraiment nyonso de kiva kitoko bien makasi. Donc ba dépense mingi te. Mbongo mokie o kaka mbongo mokie kaka. O nga ba sali opération a. Et naza donc ba condition moko est bien. Donc bana tiang babanga na bango te ba ya na hôpital o solution vraiment za awande. Pongande na zalelaki bela minitio vraiment nzamba docteur o asaleli nga vraiment pona nde na zalaki na nde kokoka te na minitio na za nga l'aise donc bien te na kokoka kotambola te libumu soki ekangami nga pasi na yebwe fiche ofele ali na kote échographie 5 dollars à pamba bamoni nga maladi na nde na kotaki na opération basali nga dans les mêmes jours basalaki nga les mêmes jours na telemi skonde na badai koyoka na zali sous bongo te na mito na otambola nga l'aise. Ok, je ne suis pas seule. Comme toujours, nous sommes ensemble avec le propriétaire de la clinique, qui est docteur Gilbert Mouaya. Je vous invite à les saluer. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame journaliste. C'est un plaisir encore qu'on se retrouve aujourd'hui à cette occasion. Merci. Alors, aujourd'hui, les téléspectateurs sont sûrement impatients de savoir quelle sorte de maladie rencontrez-vous si souvent lorsque vous organisez des activités des échographies. Merci pour la question. Quand nous organisons les activités des échographies, chez les hommes comme chez les femmes, nous rencontrons plusieurs pathologies. Notamment, il y a les myomes, il y a les kystes, il y a les appendicites et d'autres maladies encore que nous diagnostiquons grâce à l'échographie. Voilà, mais quelles sont les maladies qui sont vraiment fréquentes depuis que vous avez commencé, que ce soit à la clinique Mama Minumbu 1 et ici la clinique Mama Minumbu 2? Quelles sont les maladies qui se répètent de plus? Les maladies les plus fréquentes, il y a d'abord l'appendicite. L'appendicite qui est la maladie la plus fréquente et la plus courante dans nos communautés. Il y a aussi les kystes ovariens chez les femmes. Nous notons aussi les myomes qui sont une troisième catégorie parmi les maladies que nous rencontrons le plus souvent dans ce service que nous organisons, consultation gratuite et l'échographie. Et chez les femmes enceintes, qu'est-ce que vous constatez le plus souvent? Oui, chez les femmes enceintes, d'une façon générale, la plupart des femmes portent normalement leur grossesse
les femmes sont en bonne santé et puis les enfants sont bien présentés. Mais parmi les complications les plus rencontrées, ce sont les malpositionnements des placentas. Les placentas sont chez quelques-unes bas insérés dans divers positionnements qui peuvent entraîner une hémorragie avant que la femme même n'accouche. Il y a aussi le malpositionnement. Nous rencontrons les positions de siège, qui sont les présentations de siège. Nous rencontrons aussi les présentations transversales, qui sont les présentations pathologiques dont il faut prendre des dispositions avant que la femme n'accouche. Voilà, docteur Gilbert rencontre beaucoup de problèmes. Il y a, à part des maladies, il y a aussi des femmes enceintes qui présentent aussi beaucoup de difficultés. Vous les femmes qui êtes à la maison, bino ba maman, bozana zemi bofandika, quand vous ne venez pas passer à l'échographie, peut-être que vous avez un problème qui peut vous compliquer demain. Ayez l'habitude de passer souvent à l'échographie parce que le docteur Gilbert organise ses activités pour vous assister. Il n'y a pas une maladie qui n'est pas dangereuse, si je ne me trompe pas, malgré qu'il trouve des cas de myome, kyste, appendicite et tout. Mais toutes ces maladies sont vraiment dangereuses et ça peut nous causer la mort si on ne prévient pas. Alors, docteur Gilbert, parmi toutes ces maladies, est-ce qu'il y a une maladie qui dépasse une autre? Une maladie est une maladie. Elle doit être soignée. Parmi toutes ces maladies, il faut les soigner. Quelle est la maladie qui dépasse une autre? C'est celle qui est au stade de la complication. L'une ou l'autre, quand elle se trouve au stade de la complication, elle dépasse l'autre parce que il y a la vie de la personne qui est en danger. Est-ce qu'il y a des patients qui ne présentent aucun signe et pendant qu'ils sont malades, qui sont sûrement malades, mais qui ne présentent aucun signe? Nombreux patients ont des maladies qui ne présentent pas de signes. Il y a par exemple une femme qui porterait un kyste, qui n'aura pas de signes et qui peut-être quand les signes vont se faire voir, c'est dans la complication. Une femme peut normalement porter le myome sans le signe. D'ailleurs, il y en a qui se sont présentés au service de consultation prénatale comme portant une grossesse. Pourquoi? Parce que le myome ne présentait aucune douleur, aucun problème. Et ils en ont porté normalement, croyant que c'est une grossesse. Il y a aussi même l'appendicite qui est la maladie la plus courante. Oui. On peut la porter sans signe, tout ça. Et vous voyez seulement, elle vient se manifester au stade des complications. Donc, disons que la personne doit se faire consulter régulièrement pour connaître son état de santé. La maladie, quand elle se manifeste, la plupart du temps, c'est au stade des complications. Voilà, la maladie, quand vous êtes à la maison, parfois vous avez des petites douleurs et qu'on sort, passez toujours à l'hôpital pour vous faire examiner. Et profitez de l'occasion quand on organise des activités comme ça pour vous faire consulter gratuitement et profiter de l'échographie à 5 $. Mais nous allons bientôt annoncer les sujets du jour, comme le docteur vient de dire. Est-ce que vous n'assistez que les femmes? Parce que ce sont des femmes qui portent les kystes, myomes, des grossesses et consorts. Mais par rapport à l'appendicite, donc vous assistez tout le monde, les femmes et les hommes. L'appendicite est la maladie commune pour les deux sexes. Elle est fréquente et nous la soignons chez les deux sexes, hommes et femmes. Avez-vous déjà eu quelques cas d'appendicite chez les hommes, tout comme chez les femmes, depuis que vous avez commencé vos activités? Plusieurs cas. Si nous avons eu le temps ou si nous le voulions, nous aurons fait une étude rétrospective. On vous aurait montré qu'on a eu beaucoup de cas chez les hommes et chez les femmes à tous les stades. Les cas classiques, les cas compliqués, les cas qui sont passés de l'appendicite à une péritonite, nous les avons eus dans cette pathologie qu'est l'appendicite, qui est d'ailleurs la pathologie la plus courante chez les hommes et les femmes. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons pouvoir vous parler de l'appendicite, qui est une inflammation brutale et aiguë de l'appendice. Docteur Gilbert va pouvoir nous expliquer
clairement et nous donner beaucoup plus de détails sur l'appendicite. J'ai juste donné une petite définition et docteur va ajouter les restes. Docteur Gilbert, c'est quoi l'appendicite? L'appendicite, comme c'est le nom courant que nous connaissons, même les personnes qui ne sont pas allées à l'école de médecine ou d'infirmier, entendent et parlent de l'appendicite, c'est une inflammation brutale, comme vous avez aiguë de l'appendice. L'appendice qui est la partie rudimentaire de l'intestin, c'est-à-dire la partie terminale de l'intestin. C'est dans cette partie-là, il y a beaucoup de réactions inflammatoires. Et c'est la partie la plus exposée de l'intestin qui est souvent l'objet des inflammations. Comme nous le démontrerons, cette partie, quand elle est inflammée, elle donne des signes et les médecins diagnostiquent l'appendicite. Voilà, elle donne des signes chez d'autres personnes et chez les autres, comme vous venez de le dire, ça ne présente pas des signes. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle nous invitons tout le monde à venir d'abord se faire examiner. Mais quelle est la tranche d'âge la plus exposée à cette maladie qui est l'appendicite? Les études ont montré que la tranche d'âge de la jeunesse de 12 à 30 ans sont très exposées. Mais aussi, il y a des personnes au grand âge, 60 ans, 70 ans, qui sont passées aussi par cette intervention. Donc, c'est une maladie qui attaque tous les âges, mais la tranche d'âge citée est la plus exposée. Nous voulons un peu expliquer. Est-ce que les bébés sont aussi exposés à cette maladie? Oui, mais très rarement. Oui, très rarement. Les bébés sont très rarement exposés. Voilà, mais il existe combien de sortes d'appendicite? Merci. L'appendicite, ce sont les appendicites. Pourquoi nous disons que ce sont les appendicites? C'est par rapport à la présentation. L'appendice, dans sa forme anatomique, c'est cet organe rudimentaire qui est à la fin du gros intestin attaché au cécum, qui donne sa partie terminale vers le petit bassin. C'est ça sa position anatomique. Mais il s'est fait que cet appendice soit récurvé. Ça peut être sous le gros intestin, rétrocécal. Ça peut être aussi dirigé vers le foie, l'appendice sous-hépatique, ou ça peut aller un peu vers le foie, l'appendice hépatique. Donc, c'est par rapport à sa présentation anatomique qu'on appelle les appendicites. Parce que l'appendicite n'est pas toujours... Si on comprend bien, ça se présente de différentes manières selon les personnes. Ça se présente de différentes manières d'une personne à l'autre. C'est pourquoi un auteur a dit qu'on ne parle pas d'appendicite, mais qu'on parle des appendicites. C'est-à-dire selon leur présentation anatomique dans le corps de l'homme. Ça présente les mêmes dangers, ça apporte les mêmes dangers chez tout le monde, ou bien chaque appendicite a ses dangers? Ça représente le même danger, mais la possibilité de faire une appendicite aiguë est plus fréquente selon les présentations qui ne sont pas classiques. Par exemple, les appendices rétrocécales. Les appendices rétrocécales sont très exposés. Les appendices sous les cécums, sous les gros intestins. Oui. Dans sa présentation sous le gros intestin. Oui, mais une question de curiosité. Sûrement qu'il y a des gens qui se posent la question, mais le gros intestin est situé où? Si vous pouvez expliciter. Merci. Les gros intestins se trouvent dans la cavité abdominale. Dans sa portion droite, nous avons les côlons ascendants. Donc la partie du gros intestin qui monte. Et qui, quand il arrive au milieu, nous avons les côlons transversales.
Comme les termes, ils transversent. Et dans l'angle, vers la gauche, il y a maintenant les colons descendants. Les colons qui descendent jusqu'à aller faire l'abouchement vers l'anus pour sortir la matière fécale. Alors, c'est ça la présentation du gros intestin d'une façon générale. Et c'est là que l'appendicite est collé. Très bien. L'appendicite est collé à la partie terminale du gros intestin dans sa partie droite. Au niveau, la dernière partie du gros intestin s'appelle le cécome. Et c'est à ce niveau-là que l'appendicite est collé, qui est une partie rudimentaire de l'intestin. Voilà. C'est sûrement cette partie-là qui est beaucoup dérangée lorsque la personne présente des symptômes de l'appendicite. Merci. D'abord, un organe lymphoïde, l'appendice, c'est-à-dire c'est un organe qui entre dans la défense de l'organisme. Il y a beaucoup de mouvements à ce niveau-là. Alors, c'est à ce niveau-là que l'inflammation s'installe. Comment ça vient? Nous notons que l'effet que l'intestin élimine facilement les matières fécales ou les matières stercorales, que nous appellerons en nos termes, permet à ce que le microbe ne se développe pas rapidement. Tandis qu'au niveau de l'appendice, à cause de son positionnement, et si il y a l'entrée de matières stercorales ou matières fécales, la sortie est retardée et difficile. Et pendant que cette matière reste là, il y a pullulation de microbes. La pullulation de microbes, il y a la formation des toxines qui sont une toxicité, et ce qui va maintenant attaquer la paroi de l'appendice, et enfin viendront l'inflammation qui sera manifeste chez l'homme. Ce n'est pas parce que l'appendice est inflammé que la douleur va se manifester chez l'homme. Qu'est-ce qui arrive? C'est l'inflammation va attaquer la paroi par la voie lymphatique, la voie vasculaire et la voie nerveuse. Alors maintenant, cette douleur qui viendra se manifester sur la paroi, c'est ce qui fera que la personne ressente des douleurs qui sont les diagnostics de l'appendicite. Voilà, en parlant de diagnostic, quels sont les symptômes d'alerte de l'appendicite? Les symptômes d'alerte, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des incompréhensions, qui veulent aller que lorsqu'ils présentent des symptômes. Quels sont alors les symptômes d'alerte de l'appendicite? Dans le tout début de l'appendicite, la douleur peut se manifester sur toute la cavité abdominale. Et à un moment, elle va se concentrer d'abord au niveau de l'épigastre, et enfin, elle va se localiser au niveau de la fosse iliaque droite, où généralement les malades qui nous consultent disent panzi ezosalanga pasi à droite. Donc c'est à ce moment-là que cette douleur va faire appel à la personne, et une personne avertie va aller consulter le médecin pour savoir de quoi il s'agit. Voilà, mais actuellement, si vous constatez, bande konabiso bazana banda kubazala soki ayo ki moi douleur muke ameli bomela nini ba ibikap fort, mana flamme, ba qui c'est belé. Alors quel message pourrez-vous donner à ces personnes qui nous suivent, qui ont l'habitude de prendre des antidouleurs à chaque fois qu'ils ont des douleurs et n'importe où sur leur corps? Merci beaucoup. Ce que nous pouvons demander à nos compatriotes, c'est d'éviter cette façon de faire. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous voyez une fumée qui est en train de sortir d'une maison sur un endroit donné. Au lieu d'aller rechercher l'origine de la fumée, vous prenez les tôles, les histoires, vous couvrez la fumée. Je ne pense pas que vous avez trouvé
la vraie solution. Oui. Puisque quand l'effet va éclater, même les superpompus ne seront plus capables parce que l'effet a déjà consommé une bonne partie. Oui. C'est la même chose. On peut même risquer de tout perdre. Oui, on peut risquer de tout perdre. La douleur, c'est un signe d'alerte. C'est un signe d'appel que vous devriez rechercher la cause. Et quand je cite ici le professeur VI dans son cours de chirurgie générale, il déconseille de donner même les produits comme la papaverine que les gens utilisent souvent. Parce que quand vous prenez les antidouleurs ou les antispasmodiques comme la papaverine et sa famille, ça va stagner, ça va calmer toute la douleur. Or, même la douleur qui est manifeste, ce n'est pas de l'appendice que cette douleur est. C'est la douleur de la paroi. Mais la maladie existe à son stade. Et quand vous allez maintenant arrêter la douleur, la réaction inflammatoire qui est en train de faire développer la maladie, vous serez surpris peut-être que vous allez tomber et on va vous dire que votre appendicite a déjà explosé et c'est en mauvais stade. Oui. Et beaucoup de gens en ont payé le prix, c'est-à-dire ils ont perdu la vie. Oui. Alors, si nini babelaka appendicite présente les plus souvent, ils ont souvent la douleur se situe de quel côté précisément? Oui, d'une façon générale et précise, la douleur se trouve du côté droit. Dans nos termes, à la fosse iliaque droite. Et en termes ordinaires, les gens qui nous consultent nous parlent des pansies. À droite, pansies au kangama. Et cette douleur peut faire en sorte que ça bloque la jambe droite. Cette douleur peut donner des vomissements. L'autre signe, ça peut être aussi les vomissements. Donc, quand vous avez cet amalgame de choses, ne prenez pas de calmants, allez voir votre médecin qui va établir un diagnostic précis qui pourra vous sauver et vous permettre de vivre. Voilà. Est-ce qu'il existe une seule personne peut avoir des appendicites à la fois et les deux côtés? Impossible. Une personne ne peut pas avoir des appendicites parce que nous avons démontré sur le plan anatomique que l'appendice est seul organe qui est la partie terminale de l'intestin. Alors c'est cette maladie et c'est cet organe qui est inflammé et qui donne l'appendicite. C'est juste pour éclairer aux gens qui ont l'habitude de dire que j'ai été opéré, l'appendicite, mais j'ai encore, ça se manifeste encore de l'autre côté. Donc il faut qu'on m'opère encore. Ça peut être une autre maladie ou bien c'est juste des douleurs passagères. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à cette théorie-là qui circule le plus souvent? Oui, il faut toujours se rappeler que quand vous avez été opéré de l'appendicite, c'est une fois. Les douleurs qui vont revenir après, il faut consulter votre médecin. Il y a plusieurs pathologies dans l'organisme qui peuvent vous donner les mêmes signes que l'appendicite. Alors, ce n'est pas le fait que vous aviez eu les douleurs d'appendicite opérées et que vous avez les douleurs analogues qu'il doit s'agir de l'appendicite. Il faut aller voir votre médecin, il va faire les examens et il va établir un diagnostic précis avec un traitement et vous serez guéri. Ok. Mais comme vous parlez de l'appendicite qui se situe au niveau du gros intestin, ça peut avoir quelle grandeur pratiquement? Merci. Et l'appendice peut avoir 3 à 10 cm. Et dans l'inflammation, elle peut aller jusqu'à 30 cm. Donc, ce sont des variations physiologiques et pathologiques. Et lorsque la personne est déjà souffrant de l'appendicite, quel est le traitement le plus efficace que vous proposez à ce genre de personnes? Les traitements efficaces et classiquement connus et mondialement connus, oui, il faut procéder à l'appendicectomie. Il faut enlever l'appendice afin que la personne ne ressente plus le signe.
C'est ça les traitements marginaux et les traitements capitaux. Les autres, ce sont de calmants. Voilà. Alors, comment se passe l'opération de l'appendicite? Merci beaucoup, madame. Demandez. L'opération de l'appendicite se passe en salle d'opération. La personne doit être préparée psychologiquement et en préopératoire. Et il doit subir aussi une consultation anesthésique. Les anesthésistes vont établir... Donc, premièrement, on va commencer par l'anesthésie. Est-ce que l'opération de l'appendicite est la même avec d'autres opérations, comme on a toujours dit, il y a des grandes opérations et des petites? Est-ce que c'est la même chose? Merci, c'est la même chose. En chirurgie, on ne peut pas dire qu'il y a des grandes opérations et des petites. L'opération doit être prise au sérieux parce qu'il y en a qui en ont payé le prix pour l'appendicite. Ce n'est pas parce que c'était une petite intervention que la personne était morte. Quand vous devez être opéré, vous devez prendre ça au sérieux. Vous ne devez pas minimiser l'appendicite qui est une intervention chirurgicale qui doit nécessiter une préparation préalable, qui doit nécessiter la prise en charge de l'anesthésiste, du chirurgien et son équipe. La période de préparation pour préparer un malade qui doit être opéré doit prendre pratiquement combien de temps? Le temps qu'il faut, dès qu'on a établi le diagnostic pour l'appendicite, directement on doit préparer les malades pour qu'il accepte d'abord psychologiquement l'intervention. Et les jours de la veille de l'intervention, il y a encore la psychothérapie qui est administrée, il y a de préparations physiques qui sont faites, et puis enfin, la personne sera amenée en salle d'opération. Voilà, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui paniquent et qui parviennent même à perdre la vie avant et pendant l'opération? Ça peut être la faute des médecins qui opèrent ou bien la faute de la personne elle-même, les patients lui-même. Madame, il y a d'abord l'émotion. C'est pourquoi vous avez vu dans la phase préliminaire, nous avons parlé de la préparation psychologique. Le malade doit être bien préparé, le malade doit accepter l'intervention pour pouvoir la passer parce que c'est un choc psychologique pour qu'un malade apprend qu'on doit l'opérer. Alors, s'il ne digère pas bien, par les coups d'émotion, cette malade peut perdre sa vie. Parce que vous avez déjà constaté, vous avez déjà entendu qu'une personne a eu une nouvelle quelconque, la mauvaise qui soit, et la personne était morte. Là, ce n'était pas sous l'apanage du médecin ni de l'anesthésiste. D'où la préparation psychologique est très nécessaire. Est-ce qu'il arrive aussi que les médecins paniquent pendant l'opération et cela pose peut-être, cela constitue aussi une cause de la mort d'un patient, par exemple? Le médecin, c'est son travail. Opérer la personne, c'est son travail. Il le fait autant. Il ne peut pas paniquer. Parce que d'abord, c'est la maîtrise du travail, la maîtrise de soi, qui lui permet de continuer à travailler. Donc le médecin ne panique jamais pendant l'intervention. Il ne panique pas parce que c'est comme un chauffeur au volant. S'il panique, le véhicule est parti. Le médecin prend la maîtrise, il conduit son travail jusqu'à la fin. Voilà, mais quel conseil donnez-vous à ceux qui attendent une opération en ces moments, ceux qui pourront passer à la longue, qui ont déjà des maladies, qui sont déjà conscients, qui attendent d'être opérés? Quel conseil vous pouvez leur donner en ces moments où nous parlons de l'appendicite? Nous conseillons à tout celui qui a une maladie opératoire d'accepter cette décision, d'accepter la décision qui est prise parce que c'est la solution pour être guéri. Et puis de faire confiance à l'équipe qui doit le prendre en charge. Alors, il faudrait chercher, être dans un bon cadre. Il faut faire un bon choix, pour vous faire opérer. Parce que le choix d'abord que vous faites du cadre est déjà 50%.
la guérison que vous attendez. Et l'opération viendra compléter les 100%. Oui, mais pourquoi vous insistez sur les choix? Les choix du cadre. Madame journaliste, c'est vous le média. Je pense que vous connaissez la problématique du moment. Oui. Il s'est avéré... Oui, mais si j'ai posé cette question, c'est pour permettre aux téléspectateurs de comprendre qu'il y a des cadres. Bon, par rapport à ce que vous venez de dire, il faut bien choisir les cadres. Pourquoi nous les disons? Alors, je voulais que vous puissiez les expliquer pourquoi vous insistez sur le fait de choisir un bon cadre pour se faire opérer. Merci. Le cadre est très nécessaire parce que si le milieu n'est pas bon, en vous faisant opérer, ça peut infecter et l'infection peut vous emporter. Oui, là, c'est par rapport à la propriété. Oui, par rapport à la propriété, au cadre. Oui. Les cadres aussi, c'est par rapport à l'équipe. À l'équipe qui vous prend en charge. Oui. Vous devez vous rassurer que vous êtes dans les bonnes mains, afin que le travail se fasse bien, pour que ça ne corresponde pas peut-être à une question que vous m'avez posée auparavant. Si oui, c'est comme j'insistais avec ma question de savoir si les médecins ne paniquent pas. Okay. Parce que oui, peut-être vous êtes sûr de vous-même, vous dites que les médecins ne paniquent pas, parce que vous ne paniquez pas. C'est comme vous avez donné l'exemple d'un chauffeur au volant. S'il panique, il va perdre la vie. Mais ce n'est pas, je ne crois pas que c'est tous les médecins qui ne paniquent pas. C'est pourquoi nous parlons de faire un bon choix. Merci beaucoup. Un bon choix, parce que nous avons la problématique. Nous, médecins, nous sommes contrôlés régulièrement aujourd'hui parce qu'il s'est avéré que nous tous, nous ne le sommes pas réellement. C'est pourquoi nous devons toujours faire un bon choix dans le cadre de nos soins, afin que nous puissions espérer la vie. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, si vous interrogez beaucoup de gens, ils vous diront que la plupart des gens qu'on opère ces derniers temps meurent. Mais pourquoi ils meurent? Non, à Kinshasa, on n'opère pas bien. Les gens parviennent même à se déplacer pour aller se faire opérer ailleurs de peur qu'ils meurent. Donc, ça doit être sûrement un problème des cadres, comme vous venez de le dire. Merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup d'éléments sur le sujet. Je n'ai pas lu une étude randomisée sur la chose, ni je n'ai pas eu les statistiques précises pour que j'en fasse des commentaires. Mais déjà, vous avez parlé de la propriété. Donc, bien vous connaissez qu'il y a au moins des endroits des centres ou des hôpitaux qui n'entretiennent pas normalement leurs installations afin de protéger leurs patients. Bien sûr, c'est pourquoi ce que je peux dire, quel conseil je donne, la santé n'a pas de prix. Oui. La santé n'a pas de prix, on ne doit pas chercher les endroits les moins chers. Oh, parce qu'on m'avait demandé ceci là-bas. Juste par rapport au bâtiment. Oui. Parce que c'est très beau. Il faut aller là-bas parce que c'est très beau. Alors, ça c'est un problème de conscience. Nous devons veiller à ce que nous fassions des bons choix pour notre traitement chirurgical, même médical. Nous devons faire des bons choix parce que notre santé a un prix. Alors, docteur, quel conseil donnez-vous à vos confrères qui ont des hôpitaux, qui gèrent des hôpitaux et qui ont des centres de santé, des centres hospitaliers par rapport à la propriété? À l'entretien de leur installation et les matériaux qu'ils utilisent pour opérer les gens, et leur milieu aussi pour épargner leurs patients des autres maladies. Merci beaucoup. Nous avons tous un devoir, c'est un devoir sacré de travailler dans les corps humains. Alors, comme nous l'avons apprise et comme nous l'appliquons au quotidien, mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Les maladies causées par les microbes sont dangereuses. Voilà pourquoi nous veillerons tous, moi-même et nos confrères, afin que nous puissions veiller à l'entretien du milieu hospitalier où nous sommes, la maintenance. Nous devons veiller sur le matériel opératoire. Nous devons le préparer de bonne manière parce que
la réussite d'une intervention chirurgicale. Et surtout que vous, les médecins, vous êtes appelés à sauver des vies. Donc, ils doivent vraiment faire attention pour protéger les patients. C'est un devoir sacré que nous avons. Et la réussite d'une intervention chirurgicale est d'abord la phase préparatoire. La phase préparatoire doit être la mieux réalisée possible pour que quand nous passons à l'exécution de l'acte, que rien ne puisse greffer afin d'amener une conséquence quelconque sur notre malade. Mais est-ce que si les malades ont mangé avant l'opération, cela peut avoir des conséquences pendant l'opération? Merci. Vous voyez, nous travaillons sur le tube digestif. Hein. Le tube digestif, c'est lui qui reçoit le manger que nous prenons. Ça constitue une charge. Il faut un temps que l'organisme puisse éliminer cette charge-là. D'où on ne peut pas accepter qu'un malade mange avant l'opération. Alors, il faut combien de temps avant? Il faut que la personne arrête de manger avant combien d'heures pour passer à l'opération? Merci. C'est au cas par cas, je vais seulement parler de façon plus spécifique de l'appendicite. Oui. C'est à la veille de l'opération qu'on arrête de manger et le lendemain on est opéré. On arrête de manger à la veille et les jours après on est opéré. Mais pour d'autres interventions, c'est au cas par cas. Mais là, je parlais seulement de l'appendicite. Qu'est-ce qui peut arriver à un patient qui a mangé avant de passer à l'intervention chirurgicale? Merci. Et le patient, autant les médecins prennent la chose très au sérieux pour organiser l'intervention, les patients doivent comprendre que d'abord, c'est sa vie qu'on sauve. Quand on a mangé, il y a plusieurs conséquences. Les premières conséquences sont du point de vue anesthésique, en phase opératoire. La personne peut vomir. Alors, en vomissant, les vomiques peuvent prendre le trajet respiratoire avec beaucoup de dangers. Et ça va donner beaucoup de travail à l'anesthésiste pour réanimer cette personne ici. Et dans la phase préopératoire, après l'intervention, les matières stercorales qui se seront transformées après le manger. Or, après l'intervention chirurgicale, il y a une phase où nous pouvons parler d'ileus paralytique, c'est-à-dire l'intestin qui a été irrité ne fonctionne pas normalement. Quand il ne fonctionne pas normalement, il ne saura pas éliminer les matières stercorales qui sont dans l'intestin vers la voie normale. Et là, c'est lorsque la personne n'a pas vomi. Même s'il a vomi. Vomir, c'est une complication. Oui. Ça amène les autres complications en phase post-opératoire, lesquelles, après l'opération de l'appendicite, il s'installe une phase où l'intestin est paralysé, l'ileus paralytique. Alors, pendant cette phase-là, s'il y a trop de matière stercorale, ça peut récurver, faire une occlusion intestinale et la personne va passer d'une autre complication alors que l'opération était bien faite. Oui. C'est pourquoi vous voyez qu'après cette intervention sur le tube digestif, nous demandons que la personne observe un moment avant qu'il ne prenne quelque chose, qu'il ait éliminé les gaz, le retour. Nous appelons ça retour de transit. Oui. C'est-à-dire quand il y a les gaz, c'est-à-dire l'intestin a repris ses mouvements contractiles normalement. Mais si l'intestin est chargé, ça peut empêcher ces mouvements contractiles et il y aura d'autres conséquences qui vont venir après. Donc c'est ça les dangers que court une personne qui mange avant d'être opérée. Chers téléspectateurs, vous êtes sur Face Télévision et puis vous êtes en train de suivre Santé Parfaite. Nous sommes à la clinique Mama Minoumboude avec le docteur
Gilbert Mouaya qui nous explique les conséquences de l'appendicite. Nous avons aussi parlé des causes et des symptômes. Et maintenant, il va beaucoup plus nous parler des conséquences. Lorsque vous souffrez de l'appendicite, vous restez à la maison. Vous ne venez pas vous faire examiner, vous ne suivez pas les traitements, vous attendez aller chercher les naturalistes qui sont Bokoko et Bando Zongo, maladie pèse aussi la thé. Vous êtes à la maison. Quelles conséquences vous pouvez avoir? C'est ce que le docteur Gilbert va pouvoir nous dire à présent. Les conséquences de l'appendicite sont diverses et nombreuses. En fait, comme nous l'avons montré, l'appendicite a plusieurs causes qui l'entretiennent. Nous avons par exemple les colibacilles. Ce sont des bactéries qui sont chez nous dans le tube digestif, qui sont commensales, c'est-à-dire aident à la digestion. Mais comme nous avons dit, quand les matières stercorales sont bloquées au niveau de l'appendice, il y aura pilulation de ces bacilles qui deviennent pathogènes. Et nous avons dit qu'ils vont créer des toxines. Et des toxines vont commencer à attaquer la paroi de l'appendice. Et par conséquent, ça peut perforer l'appendice. On parle de l'appendicite perforée. Oui, si vous voulez, pour bien expliquer les gens, surtout notre milieu, comme ils aiment beaucoup plus parler en lingala, la perforation, pour bien les expliquer en lingala, pour qu'ils comprennent à quel point cette maladie est si dangereuse. Oui, bandeko, ceux qui ont une maladie autobengi appendicite, ceux qui ont vendu nangota moulai, ozo peut-être que vous bakisi ndenge na ndenge ata bakalma o bakisa biso minganga, to ata oyebi yango mais ozo kezwa kisi epai mususu, bayebiso ke ekosila na kisi eza na danger munene. Danger ezali nini? Ba microbe o ezali kati kuna ekobota ebele ekotobola appendice wana tango yango ekotobola oyebi muchopo etondi na ba matière ya saleté ekose déverser na kati ya libumu okomona sikoyo moto avimbi libumu tango moto avimbi libumu muke soki akei na hôpital te okomona noki moto aperdre bomoi na ye ezali malamu te ekoki mpe lisusu kosala bibon ekosala bibon oyebi appendicite soki esali bibon wana ekosuka kaka na appendice te ekozwa mpe muchopo ya munene ekozwa mpe baparti ya nzinga tango munganga kusimba koyoka parti wana ekomi neti libanga na moma wana munganga koki koopere te parce que ese ekomi trop tard ekomema yo na liwa tala baconséquence ebele oyo tokoki kolonga yango soki tokei mbango epa munganga epi ntango ayebisi biso ke eza appendicite soki mpe tokoki kondima noki ke toleka na opération mpo ete tobika tokoba kosala bomoi na biso mpe misala na biso na ndenge elongobani. Voilà, merci beaucoup, docteur Gilbert. Comme vous venez de le dire, nous avons d'ailleurs des témoignages. Nous avons vu une femme ici qui a été opérée. Elle a dit qu'elle n'a pas trop dépensé, mais au moins, elle se sent déjà mieux. Voilà. Ce n'est pas bien. Il faut que ça effort qu'au hôpital pour ça là examen et surtout ceux qui essayent ba opérer yo vraiment awa maman wana ucho yebisa biso ka dépenser muke. OK. C'est juste pour sauver sa santé. La santé n'a pas de prix. Et on ne vit qu'une fois. Ceux qui perdent bon moino et sili. Peut-être vous êtes parents et que vous avez des enfants. Oh, Zobokola, il ne faut pas accepter de laisser ces enfants-là orphelins. Et même les enfants, vous ne pouvez pas négliger vos enfants parce que c'est votre avenir de demain. Donc quand on est malade, on fait l'effort de se rendre à l'hôpital. Alors, docteur Gilbert, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion par rapport à ce que nous avons parlé aujourd'hui, en commençant par les activités qui se sont passées ici pour la journée d'aujourd'hui et les sujets que nous avons abordés, qui est l'appendicite. Nous disons bon merci à la chaîne Face Télévision qui nous a visités aujourd'hui pour voir de près
les activités que nous sommes en train d'exercer. Nous avons été ici au niveau d'Impassa. Nous avons consulté gratuitement les personnes vulnérables. Nous avons élargi notre activité aujourd'hui. Nous avons fait passer les examens des laboratoires aux enfants, aux mamans et autres sous notre charge, afin que ceux-ci puissent retrouver la santé, puisque nous avons trouvé vraiment que c'est une population qui est défavorisée. Et comme nous avons démontré les conséquences et les dangers de porter une appendicite dans son corps, que c'est un danger mortel, c'est ce travail pour lequel nous nous vertuons. C'est pourquoi nous faisons toujours appel à ces deux personnes de bonne volonté, de comprendre que seuls, de par notre volonté, nous ne pouvons pas tout faire parce que nous sommes limités par les moyens. Oui. Si vous avez quelque chose à nous ajouter comme un plus, un médicament, un matériel, ça aiderait cette population pour que nous puissions la prendre en charge. Nous faisons même appel à l'État congolais. Le centre privé que nous sommes un appui fort pour l'État. Et que l'État puisse aussi voir dans ces programmes quel apport, quel appui peut-il donner à ces centres privés que nous sommes, à ces ONG qui sommes en train de nous évertuer avec nos moyens propres pour appuyer la population congolaise autour de nous. Alors, quelle bonne nouvelle de lancez-vous aux enfants de Selembao? Les enfants de Selembao, les enfants de Makala, Mongafula, Badiading, Ipen et tous ceux qui sont autour de Selembao dans le quartier Ngafani, les 13 mars, nous serons là pour pouvoir assister toutes ces communautés avec des consultations gratuites et échographies. Et c'est aussi un cadeau pour la femme, c'est le mois de la femme. Nous serons là et nous recevrons aussi beaucoup de femmes à qui nous avons dévoué notre vie pour pouvoir travailler dans ces journées-là gratuitement afin de pouvoir les aider à comprendre leurs problèmes de santé, à pouvoir leurs états de grossesse et à les faire passer à l'échographie avec 5 000 francs et 10 000 francs ou 5 $ seulement. Merci beaucoup à vous, Dr Gilbert Mouaya, de nous avoir accueillis ici à votre clinique Maman Minoumboude qui est en Passa. Nous avons vraiment apprécié, nous avons vu les gens se faire examiner gratuitement, nous avons vu d'autres passer à l'échographie à 5 $ seulement. Nous sommes vraiment contents et vous-même vous avez vu des témoignages. Nous vous appelons aussi à prendre soin de vous en venant aussi nombreux vous faire examiner, que ce soit là-bas de l'autre côté, à la clinique Maman Minoumboude, ou ici. Surtout, faites-vous examiner, faites-vous soigner en cas de maladie. N'hésitez pas aussi de nous appeler sur notre numéro qui est affiché au bas de votre écran, d'aimer notre page Facebook et de vous abonner sur notre chaîne YouTube FACS Télévision RDC pour avoir beaucoup plus des informations sur la santé, sur TAS Matinale et d'autres programmes que nous avons sur notre chaîne. Merci de m'avoir suivi et rendez-vous prochainement pour une autre édition de Santé Parfaite. Au revoir.